Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors, on travaille tous à ce travail gigantesque et sans le savoir. On l'ignore. Mais on travaille uniquement pour cette évolution de l'humanité. Et pour la conduire, selon moi, donc, à son ultime perfection, qui est la construction du paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, ça concerne les siècles prochains, il faudra encore quelques siècles d'évolution. L'évolution de l'humanité est plutôt lente par rapport à l'évolution d'un individu. C'est pas sur le même registre. Mais progressivement, de siècle en siècle, on évolue vers cet état. Et là, nous sommes entrés dans un moment d'accélération. Et cette accélération, je pense elle va s'accélérer d'autant plus et de façon fulgurante à partir du moment où l'humanité va se poser la question de son sens et le découvrir, ce sens dont je parle, c'est-à-dire la réalisation du paradis. Et je pense que on n'est pas très loin de ce moment où l'humanité va prendre conscience de ce qu'elle réalise. Parce qu'on a tous les moyens pour le faire. D'abord, la logique qui montre que nous allons vers l'universalité, péniblement, mais nous y allons. Et puis, avec les nouveaux instruments de calcul, et puis l'IA, l'intelligence artificielle, on va pouvoir modéliser tout notre passé, le passé de l'humanité, tout ce qui a été réalisé, et demander à la machine, en quelque sorte, voilà où ça nous conduit. Est-ce qu'il y a une logique dans cette évolution jusqu'à aujourd'hui? Et est-ce que si on prolonge cette logique, ça nous amène à tel endroit? Et si cet endroit est décrit comme le paradis dont je parle, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la fin de l'homme loup pour l'homme, un système 100% écologique, etc., etc. Voilà. Eh bien, l'humanité, à ce moment-là, elle décidera de le faire consciemment, ce qu'elle réalise inconsciemment. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de tiraillement, ça sera plus une évolution par antagonisme comme on connaît, c'est-à-dire, là, en ce moment, il y a toujours eu des antagonismes, il y a toujours eu un dominant et des prétendants, ou alors deux dominants qui se faisaient la guerre, voilà. Et là, actuellement, c'est l'Occident avec les BRICS, les États-Unis avec la Russie ou la Chine. Voilà, on est toujours dans des cas de figure comme ça. C'est une façon de trouver de l'émulation pour certains, même au détriment ou même de la solidarité, parce qu'il y a des systèmes qui intuitivement déclenchent des guerres, par exemple, pour pouvoir fédérer des groupes à l'intérieur de leur nation qui ne tiendraient pas s'il n'y avait pas un ennemi commun, quoi. Et bref, voilà. Donc, on voit bien qu'on en est encore à ce niveau-là. Mais ça peut changer comme ça. Aussi vite que le monde a pu s'arrêter avec le Covid. Voilà, avec la Covid. On s'est rendu compte que là, si le monde le décide, il peut arrêter complètement le monde. Donc, on peut l'arrêter, mais on peut aussi le mettre sur d'autres rails. Et donc, travailler de façon coopérative, l'ensemble humain. Se trouver obligé de travailler de façon coopérative, comme on l'a fait à peu près bien pendant la Covid, mais on l'a mal fait. On a vu les égoïsmes qui sont revenus, les nationalismes, etc. Tout ça, on peut le dépasser. C'est largement dépassable. Et c'est pas les peuples qui mettent des obstacles, parce que les peuples sont déjà aptes à se fédérer, à être dans l'universalité. Ils ont beaucoup moins d'ego, beaucoup moins de narcissisme. Le peuple, c'est pour ça qu'on va vers la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, les valeurs du peuple qui doivent être prises, pas les valeurs de l'élite.
D'ailleurs, j'ai lu hier quelque chose en cherchant à répondre sur Twitter à quelqu'un. J'ai lu que une étude aux États-Unis a montré que dans le monde global, dans la société globalement, il y a environ 2 ou 3% de psychopathes, qu'on appelle des esprits psychopathes. Et chez les dirigeants, chez les dominants, chez les élites, dans ces modèles-là, ça passe à 25%. C'est-à-dire 1 sur 5, un patron sur 5 a une tendance comme ça. Donc, si on donne le système des valeurs, comme on le fait là avec l'oligarchie, à ce type de psychisme, eh ben, ça donne un monde sous la gouverne du psychopathique. Et c'est ce qui rend fou la société humaine, là. Et puis les guerres, la violence, etc. Tout simplement parce on a transformé, ce modèle a transformé la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, en oligarchie, c'est-à-dire la souveraineté des dominants. Et donc ces dominants, grâce à leurs médias, là, CNews, BFM, LCI, TF1, etc., ben, donnent les valeurs de ces psychopathes, en somme. Donc ça donne un type de valeur, un type de société que nous avons et qui est catastrophique. Voilà. Bon, petit intermède, on le passe. Je reprends le travail que j'utilise pour pouvoir démontrer cette théorie, donc l'humanité va vers sa perfection. Le travail de François Châtelet sur France Culture, où il étudie l'histoire de la raison, la montée de la raison dans l'humanité. Là, on en est arrivé à l'épisode 15 sur 20, je l'entame, la réalisation de la raison avec Hegel. Donc, je lance l'audio et je digresse. Je la découvre en même temps que je l'écoute. Pour Hegel, disiez-vous hier, François Châtelet, ce qui est de l'être et de la pensée est vrai. Et pour distinguer le vrai du faux, à cette précédente assertion, Hegel ajoute une autre exigence, l'être n'est pas immobile, l'être est devenir. Et disiez-vous encore pour conclure, que peut bien signifier cette formule en apparence si spéculative? Eh bien, je vous renvoie la question à présent, que signifie cette formule? Alors moi, à mon avis, l'être, c'est-à-dire même le principe créateur à l'origine de l'univers, qui a plusieurs formes en réalité. Il a une forme totalement immatérielle, c'est-à-dire que l'univers tel qu'il est, il est composé de particules immatérielles. Quand on analyse, quand les physiciens analysent la matière, ils arrivent là actuellement à des bosons de Higgs, à des quarks, à des couleurs, à des saveurs, parce qu'ils ne voient plus la matière. La matière n'existe plus à ce degré-là. Donc sous cette forme immatérielle et immuable en somme, qui n'est pas soumise ni au temps ni à l'espace. C'est le principe, c'est Dieu sous la forme absolue, sous la forme de l'essence. Ensuite, il y a la forme atomique. C'est toujours Dieu, mais sous sa forme atomique. Et puis, il y a la forme organique, c'est-à-dire l'univers, la matérialité, les choses comme ça. Et puis, il y a Dieu sous la forme du vivant, qui évolue. L'univers évolue. L'univers est en expansion, le vivant est en évolution. Et l'humanité est en évolution, puisque on a vu qu'on pense que l'humanité va vers sa perfection. Donc l'être sous la forme du vivant
il est dans l'histoire, il est en évolution dans l'histoire, il se réalise. L'incarnation de l'amour, parce que la finalité c'est ça, atteindre la perfection, c'est atteindre l'extase, c'est accéder au nirvana, à l'éveil, peu importe, à cet état qui est un état de fusion avec le principe créateur. Dans cet état de fusion avec le principe créateur, on est en état d'extase. Donc, cet état d'extase, il est en devenir. Il est dans l'histoire. Il a une histoire, c'est-à-dire un début, un milieu, une fin. Voilà. Et donc, on est l'être sous cet angle-là, il est dans le principe historique, c'est-à-dire il se réalise progressivement. Il va vers sa réalisation absolue. Au fond, quelque chose de très simple. Alors on va voir si c'est ça. Hegel met en tête de son maître ouvrage intitulé La science de la logique, qui paraît en 1816 à Berlin. Pour résumer sa pensée, je reprendrai simplement le terme de sa démonstration. Que se passe-t-il quand on veut Alors, penser... j'en profite pour dire que vraiment, il faut que je sorte de tout ce qui me parasite l'esprit. Parce que là, j'étais en train de regarder ça et je suis parti dans quelque chose de complètement autre que ça, des soucis à résoudre, des petits soucis de rien du tout, mais des soucis d'ordre pécunier, des petits problèmes à résoudre. Il faut que j'appelle là, que j'essaie. Mon esprit est complètement déconnecté de ce que je suis en train d'écouter et je suis parti là-dedans. Donc je rêve d'un espace, que tout soit géré et que je n'ai plus qu'à faire de la philosophie. Voilà, si vous avez une idée à ce niveau-là pour que je puisse arriver à ce truc où je n'ai plus à gérer tout ce que je dois gérer en dehors de la philosophie et qui me parasite, eh ben, c'est le bienvenu. Le terme « être ». Pour parler d'une manière très psychologique, qu'a-t-on dans la tête quand on prononce le mot « être » ? Eh bien, ça, c'est très important de le savoir. On a seulement dans la tête... l'être humain. L'être. L'être est ce qui est. De l'être, on ne peut rien dire, sinon qu'il est. Mais déjà, j'ai formulé quelque chose. En disant de l'être, on ne peut rien dire, sinon qu'il est, j'ai employé le mot « rien ». Cela veut dire que le mot « être », quand on le prend comme cela, c'est un mot vide. C'est un mot qui ne dit rien. C'est un mot qui dit le rien, en même temps qu'on le prononce. Cela veut dire que le mot « être » pose comme étant ce qui le constitue le néant. Pour pouvoir penser l'être, il faut en même temps penser le néant, sans quoi le mot « être » n'a pas de signification. D'accord. Et si l'on réfléchit à ce qui se passe alors le néant, dans la pensée, c'est le vide. Et si c'est le vide, c'est l'être, c'est le divin dans son essence originelle. Dans ce passage qui fait que quand on pense l'être, on ne peut pas ne pas penser le néant, mais que du coup, quand on pense le néant, on pense quand même quelque chose. Donc, on pense quand même qu'il est. Oui, eh bien, que se passe-t-il dans cette espèce de va-et-vient entre l'être qui se pose comme étant en même temps néant, mais qui est sous une forme qu'on ignore absolument pour l'instant. On ne peut pas imaginer ce que c'est que cette immatérialité qui donne l'illusion de cet univers. Cet univers qui est constitué d'immatériel, d'énergie ou de quelque chose, de l'âme pour certains, de Dieu, voilà.
on ne peut pas imaginer ce que c'est, comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette immatérialité est parvenue à faire cet univers, à mettre cet univers et pourquoi. Voilà. Donc c'est pas un néant absolu. Et ce néant qui, dès le moment où on l'appréhende, se pose comme être. Eh bien, ce qui se passe, c'est précisément un mouvement qui renvoie de l'être au néant, c'est-à-dire très précisément au devenir. Voilà, de l'être au néant ou du néant à l'être. Donc, en fait, c'est le mouvement qui met en œuvre cet univers. Donc, cette immatérialité, le fait que cette immatérialité devienne cette illusion de matière et donc tout ce qui le constitue, y compris nous, c'est ça qui donne, c'est ça l'être en réalité, c'est être, devenir quelque chose, devenir, donc être dans l'histoire, passer au niveau de l'évolution, de passer dans un cadre qui devient quoi, qui est pas simplement l'acte de créer cet univers, mais qui est en même temps un devenir. Le devenir est la vérité à la fois de l'être et du néant. C'est ça. Cette démonstration abstraite, cette démonstration purement logicienne de Hegel, en fait, rejoint cette intuition que j'évoquais, à savoir que c'est l'histoire, que c'est aussi bien le devenir du savoir, que le devenir des sociétés, que le devenir des individus, que le devenir de la culture qui est en cause. Toute l'évolution extraordinairement spéculatif et abstrait de la science de la logique ne fait qu'exprimer sous une forme discursive et sèche ce qui est le fait que chacun peut constater à l'époque, à savoir qu'il y a de l'histoire, qu'il y a du devenir et que l'on ne peut pas éluder cet aspect de l'être. L'être devient, voilà, ce qu'établit logiquement la science de la logique, alors que la réalité que nous avons sous les yeux le manifeste à chaque instant. Voilà, donc il y a l'évolution. Dès lors, et ça, alors ça c'est quand même paradoxal parce que il y a l'évolution et là, depuis, on va dire depuis les années 60, depuis peut-être davantage, mais disons que depuis les années 70, on va dire, ou 80, depuis le néolibéralisme, voilà, on ne parle plus de l'avenir, quoi. Il y a quelque chose qui se devenir, l'évolution n'a pas de, on n'en parle pas comme quelque chose d'important. Le marché, le système, le néolibéralisme ne parle pas, ne s'intéresse pas à ce devenir. Il s'y intéressait encore à l'époque de Jean-Paul Sartre, avec le marxisme, qui a un devenir qui est où on cherche à voir qu'est-ce qu'il y a au fond, où on va, dans quel sens on va. On trouve encore ce sens à l'époque des hippies qui veulent métamorphoser le monde, donc les années 70, et qui veulent aller vers la paix universelle, vers voilà un autre monde, changer le monde, etc. Donc avec un vrai désir de changement. Et puis après, le marché prend le pouvoir, le néolibéralisme prend le pouvoir et plus rien. Plus de... Si l'on a compris cela, il et c'est devient ce qui met possible en dépression l'humanité. De se dégager de cet éclectisme dans lequel on se trouvait lorsque
on accepte le nouveau principe proposé par Hegel. Prenons, si vous le voulez, parmi les vérités que j'énonçais tout à l'heure, Aphrodite. Aphrodite, aujourd'hui, nous sommes dans une forme de pensée monothéiste. Nous ne croyons plus qu'Aphrodite soit. Nous disons Aphrodite est la déesse de l'amour. Cela veut dire que nous pensons qu'Aphrodite n'est pas. Que c'est une création artistique. Cela que nous disons aujourd'hui, dans notre contexte, les Grecs le disaient tout autant, et pour eux c'était une vérité. Dire Aphrodite est la déesse de l'amour, pour eux c'est au contraire dire qu'elle est. C'est donc affirmer que Aphrodite est la déesse de l'amour, sous affirmer une vérité. Oui, sous un certain aspect, même à partir du moment où on en fait quelque chose qui travaille l'humanité, qui permet à l'humanité d'évoluer, c'est donc tout est réel en fait. Il a raison dans ce sens égal. Tout est réel, même quand le fait de dire il y a Dieu. Dieu, le fait qu'on en parle, le fait qu'on l'ait créé, le fait qu'il ait aidé l'humanité à évoluer jusqu'à maintenant, même si l'humanité devenait totalement athée, entièrement, mais Dieu aurait été, il a été, et il est, puisqu'il a permis à l'humanité d'évoluer jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, tout est sous cet angle-là. Si donc, on adopte ce principe que l'être est fondamentalement, on devrait plutôt dire foncièrement devenir, ou que le tissu de la pensée est l'histoire, alors la tâche de la philosophie, c'est de se constituer en philosophie de l'histoire, qui aura elle-même pour objectif de mettre de l'ordre, un ordre historique, un ordre d'intelligibilité historique. De comprendre l'intelligence en dessous de l'apparence. Voilà la philosophie. Son rôle, c'est d'éclairer l'inapparent dans l'évolution de l'humanité. Qu'est-ce qu'est cette évolution de l'humanité? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du vivant, dans l'histoire de l'univers? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, c'est ce que cherche à éclairer la mécanique universelle. Fourni par ce que tous les hommes ont pensé, construit, imaginé, élaboré. Et voilà précisément la tâche de Hegel. Lorsqu'il écrit en 1806, par conséquent 2 ans après la mort de Kant, la phénoménologie de l'esprit, il est très proche de Kant, qui est en quelque sorte en même temps l'introduction à son système et la première partie de ce système, Hegel se donne une mission. Il y a quand même quelque chose que je veux signaler, je voulais le signaler juste avant. C'est que, oui, il y a l'histoire, et donc l'histoire, la philosophie, c'est le moment historique, le fait qu'il y ait une évolution, qu'il y ait donc une histoire, et que ça soit quelque chose qui permette à l'être de devenir, amène aussi à l'idée que lorsque nous aurons atteint la perfection, nous arrêtons l'histoire. L'histoire, là, véritablement s'arrête parce que l'humanité tombe en état d'extase, arrive dans un état d'extase, de sérénité, de bonheur absolu, peu importe comment on l'appelle, de souverain bien, d'ataraxie, d'époqué,
de nirvana, d'éveil, peu importe. On arrive dans cet état-là où on est posé dans les médias et donc il n'y a plus d'histoire. On est juste en contemplation du temps. Donc on est en contemplation du moment. Donc on est là et puis une seconde après on est là mais on est toujours face à la contemplation. Le cerveau ne va pas devant. Le cerveau ne va pas derrière, ne fait pas référence au passé, ni référence à l'avenir. Donc, il est présent. Donc, il y a l'arrêt de l'histoire dans ce sens-là. Mais pour ça, il faut qu'elle soit réalisée. Il faut que l'humanité ait été finalisée, qu'elle soit finie correctement, qu'on n'ait pas besoin de prolonger, de dire, bon, il faut qu'on aille sur Mars maintenant, puis qu'on aille inspecter les fonds de... Voilà, il faut que tout ça, ça soit clair et net. C'est à mon sens, hein, c'est comme ça que je l'imagine. Pédagogique. Il veut essayer de montrer donc il y a encore du temps devant nous. Ses contemporains qu'ils doivent très patiemment, très lentement repenser l'histoire de la culture depuis ce qu'il dit être ses débuts, afin d'en suivre le mouvement, de voir comment progressivement les diverses notions se sont formées pour en venir, en fin de compte, à la fin du livre, à comprendre ce qu'il en est de nous aujourd'hui. Voilà, alors, Hegel en était là. Il fallait qu'il comprenne le moment où il était, qu'il comprenne toute l'histoire. Donc il a fait naître au début de l'histoire, et moi je l'ai fait naître au début d'abord de la création, mais au début à notre séparation des autres primates. Parce que, entre-temps, il y a eu les connaissances des Darwin, etc. Donc, on a d'autres connaissances. Et donc, l'humanité, pour moi, elle est née déjà au premier décalage génétique avec les autres primates, qui ont fait que un petit groupe s'est distingué, il s'est isolé peut-être, je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour commencer cette métamorphose et qu'il a entrepris cette métamorphose. Donc, le début de l'histoire, de notre histoire à nous, de l'humanité, c'est les premiers hommes qui ont travaillé à se mettre debout, à faire passer le cerveau d'une certaine façon, à développer les cordes vocales pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse communiquer, à développer des compétences techniques pour utiliser des outils, etc., etc. C'est à ce niveau-là que je le fais naître. Et je le fais porter jusqu'à la finalité de l'humanité. Hegel se donne cette mission... Mais Hegel est en 1700 et quelques, moi en 2000. D'une certaine manière folle, de rassembler tout ce que les hommes ont pensé, fait, dit, construit, tout ce qu'ils ont vécu. C'est exactement ce que je cherche. Dans un ensemble systématique. Car pour lui, ce que nous sommes aujourd'hui, en 1806, c'est ce que l'humanité tout entière est devenue. Bref, ça, bien sûr. Il y a dans cette idée de Hegel que c'est l'humanité qui donne du sens. L'esprit qui est né d'une manière très humble dans les bouillonnements des mers du côté de l'insulinde et qui est passé ensuite par la Chine, par les Indes, par la Perse, l'Égypte, la Grèce, le Saint-Empire romain germanique, que l'esprit se trouve finalement en 1806 dans le bureau de Hegel. Alors, bon là, il exagère un peu, hein, parce que ça vient plutôt de l'Afrique. Mais à l'époque, il ne devait pas le savoir. Donc, on est aussi tributaire des découvertes scientifiques. Évidemment que peut-être tout ça va évoluer dans le temps. Mais
lorsqu'il est en train de rédiger la phénoménologie de l'esprit. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple qui nous permettrait de mieux comprendre cette métaphysique réalisée, cette métaphysique achevée en philosophie de l'histoire? Hegel décrit la cité grecque. Il découvre que cette cité est faite d'une certaine configuration d'éléments qui s'articulent les uns sur les autres. Selon lui, et il n'est pas exclu qu'il ait tout à fait raison, la voie d'accès privilégiée pour comprendre la cité grecque, c'est la tragédie, en tant qu'elle permet de comprendre à la fois la religiosité des Grecs et leur civisme. Elle permet de comprendre aussi la cité, donc la liaison entre la religiosité et la cité. Hegel analyse donc la tragédie, et à travers cette analyse qu'il fait, par exemple, des tragédies de Sophocle, il découvre un certain nombre d'éléments constitutifs de cette pensée grecque. Il étudie la... On voit à quel point l'histoire de la philosophie, c'est vraiment une succession, et c'est vraiment des passations du père au fils, du fils au petit-fils, etc., etc. Parce que la tragédie, c'est ce qui a aussi animé l'esprit de Nietzsche, qui décline en fait de ces philosophes allemands, de cette philosophie allemande. Et alors, est-ce que c'est pareil en France, par exemple? Est-ce qu'il y a une philosophie qui suit plutôt la tradition française? Est-ce qu'il y a une philosophie qui suit la tradition anglaise? Oui, certainement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié au peuple qui est là. Et là, on revient à ce sur quoi aussi a travaillé Hegel, c'est-à-dire l'idée de peuple. Mais maintenant, ces peuples vont devoir se fusionner dans l'humanité. Ça va être un sacré travail quand même. Il y a du boulot là, il y a un sacré boulot pour faire accepter au peuple d'appartenir à l'humanité plutôt qu'à leur terroir. La formation de la cité, il étudie la pointe extrême du civisme qui se manifeste dans la démocratie athénienne à l'époque de Périclès. Il analyse les grands philosophes grecs, non seulement Platon et Aristote, comme nous l'avons fait ici même, mais aussi des philosophes dont nous n'avons pas parlé, Démocrite, Épicure, les premiers stoïciens. Il poursuit son étude par l'amorce de la décadence, puis par la décadence de la cité qui devient une municipalité endormie au soleil. C'est là une étape. Et on peut pas faire abstraction de ça. J'ai dû travailler intuitivement. Je connaissais pas du tout la philosophie quand j'ai commencé à écrire la mécanique universelle, mais je me suis retrouvé confronté à toutes ces questions, à devoir devoir recommencer sur les marches de toute la pensée, sans connaître la philosophie. J'ai dû revisiter toutes ces périodes qui conduisent à la pensée actuelle. C'est ça qui est vraiment incroyable. Il y a quelque chose, il y a une logique imparable. Son objectif, c'est de mettre en évidence ce que les Grecs ont découvert. Or, selon lui, ce que les Grecs ont découvert, c'est la liberté. Donc, tout ce... Hop, on arrête là. Voilà, ça va faire partie de la prochaine chose, la liberté. Alors,
dès que j'ai fini ça, j'ai découvert quelqu'un en laissant des commentaires, m'a parlé de Monsieur Claude Trémontant. Et là, il y a un philosophe vraiment dont on ne parle pas ou peu, et qui mérite vraiment d'être éclairé. Donc j'ai écouté une audio de lui, une vidéo de lui où il est interviewé et où il dit des choses vraiment incroyables. Et on va travailler sur ces vidéos-là. Voilà, alors je tiens à remercier la personne qui m'a éclairé, c'est ce Claude Trémontant, T-R-E-S-M-O-N-T-A-N-T. Merci de votre écoute, et si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires et visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Au revoir.